Ah bah oui. C'est ça qu'on a choisi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les OGM en Europe. Et à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir un ancien agriculteur, député européen des Verts et vice-président de la Commission Agriculture et Développement Rural, Monsieur José Bové. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes surtout connu pour d'être la figure de la lutte anti-OGM. Et depuis 2 semaines, la Commission européenne a rouvert le dossier en demandant aux États membres d'autoriser un maïs pesticide de la firme américaine Pioneer. Alors, est-ce vraiment dangereux? Les OGM sont vraiment dangereux aujourd'hui? Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en 2008, l'ensemble des ministres de l'Environnement européens avaient demandé à la Commission une nouvelle évaluation, des nouveaux critères d'évaluation des OGM. Malheureusement, depuis, le travail n'a avancé que très faiblement. C'est-à-dire qu'en fait, le cadre d'évaluation des OGM est très faible, et notamment sur la question de la santé, des risques pour la santé. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas fait de tests. Donc on ne connaît pas les conséquences à long terme de la consommation des OGM. Et nous, on avait demandé, les États avaient demandé à ce que ça se mette en place. Alors nous l'a promis, j'espère que d'ici quelques années, ça se fera. Mais en tout cas, ça n'existe pas. Sur les risques environnementaux, ceux-là, ils sont aujourd'hui prouvés. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que le risque, par exemple, que dans le cas d'un maïs herbicide, les plantes deviennent résistantes, les mauvaises herbes deviennent résistantes. Donc, ce qu'on appelle des mauvaises herbes qui n'en sont pas deviennent résistantes et donc posent un problème aux agriculteurs. Ça apparaît déjà aux États-Unis de manière très forte. Aussi, donc là, il y a une dissémination après sur les autres variétés. Donc les risques de pollinisation d'OGM sur des variétés sans OGM, donc en fait, on peut avoir des semences qui se retrouvent polluées. Ça, c'est une réalité. Sur les insectes, le fait que les insectes, quand ils se retrouvent confrontés à un maïs OGM, l'insecte peut mourir. Mais aussi, s'il ne meurt pas, il résiste et c'est lui qui va se reproduire. C'est un problème pour les apiculteurs aussi. Donc c'est un énorme problème pour les insectes non cibles, comme les agriculteurs. Donc on a aujourd'hui une connaissance assez fine des problèmes environnementaux, des problèmes économiques, parce qu'un agriculteur bio, par exemple, qui voit sa production contaminée par un OGM, eh ben, sa production ne peut plus être évidemment vendue en bio. Donc depuis 5 ans, il n'y a pas eu grand-chose de fait en Europe. Depuis plus que ça, puisqu'on se base sur une directive de 2001 en Europe qui régit plus ou moins les demandes de mise sur le marché. On est un peu dans le vague au niveau juridique. Au niveau de la question de la santé humaine aussi, finalement, vous ne pouvez pas apporter une réponse très précise. Parce qu'on ne sait pas. On sait pas. Non, mais on peut pas. C'est un peu comme le réchauffement climatique, il y a des années. Non. Le réchauffement climatique, on sait. Ça, on sait. Attendez, c'est quand même plus de 95%. Le GIEC dit 95% de chances que ça vienne. Et quand eux, ils disent 95% le réchauffement climatique. Les OGM, pour les humains. C'est notre sujet aujourd'hui. Pour la santé, la question, c'est d'ailleurs, ça a été ce qu'a montré notamment l'affaire Serralini. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez de ça il y a 2-3 ans. Un chercheur français qui a fait manger des OGM à des rats pendant une période de 2 ans. Alors c'était une étude qui a été contestée aussi. C'est une étude qui a été contestée. Moi, je ne suis pas scientifique. J'en ai discuté avec les gens de l'Agence européenne sanitaire des aliments. Ce qu'on a convenu, c'est qu'il fallait reprendre cette idée de manière très claire, qu'il y ait au niveau européen, entre les agences nationales, des chercheurs indépendants à l'Agence européenne, un cahier des charges qui soit mis en place pour pouvoir reproduire cette étude et qu'on fasse cette étude à 2 ans. C'est la seule façon, effectivement, de pouvoir comprendre les effets des OGM sur un organisme vivant humain. Ce qui est intéressant avec les OGM et avec vous, M. Bové, c'est que, que ce soit oui ou non dangereux pour la santé, c'est une question importante, mais finalement, on a l'impression que l'essentiel aussi, c'est votre combat contre la mondialisation, c'est votre combat contre le capitalisme. Vous n'aimez pas ça, c'est votre cheval de bataille. Ce qui vous agace, et on peut le comprendre, c'est que les grandes firmes, on ne va pas donner de nom, mais empêchent les agriculteurs de replanter leurs graines car elles sont brevetées. C'est le brevet sur le vivant. Si finalement les OGM, ça n'était pas une question de santé, allez, M. Bové, si finalement ce n'était pas une question de menace environnementale, mais une vision du partage des richesses, du partage de la grosse galette. Écoutez, moi je pense que là c'est plutôt la privatisation de la galette. Parce que le problème en fait des OGM,
c'est que jusqu'à présent, et c'est ce qui a toujours énervé les semenciers, ce qui ont énervé les semenciers depuis qu'ils sont mis à faire des semences hybrides qu'on est obligé de racheter tous les ans. Oui. On peut pas les replanter. Voilà. Les brevets, c'est la même chose. Le brevet, il faut payer tous les ans des royalties. C'est assez extraordinaire. Or, parce que c'est quoi le problème du vivant? C'est que dans la nature, deux plantes, deux animaux ou deux humains se reproduisent gratuitement. C'est quand même ça. Là. Oui. La grande chose de la nature, c'est la gratuité de la reproduction. Dans la majorité des cas, oui, c'est ça. Quand même, à part quelque chose tarifé. Mais en fait, avec les plantes, les semenciers ont fait un véritable hold-up sur le C'est vivant. cette main basse sur la nature qui vous agace le plus, finalement. Et privatisation du vivant. Or, tout le travail de sélection fait par les paysans pendant des centaines, voire des milliers d'années, qui ont amené cette diversité dans l'agriculture, c'est parce que c'était gratuit que les semences s'échangeaient, qu'elles s'adaptaient à des territoires. Or, le modèle économique amené avec cette privatisation du vivant, ce sont des semences sélectionnées pour lesquelles il faut telle quantité d'eau, telle quantité d'engrais, de pesticides. Et donc, on est complètement sur une artificialisation. Or, dans un moment justement de changement climatique, où il y a besoin d'adaptation au climat et au sol, et tout ça est très différent d'un endroit à l'autre, il faut une très grande diversité. Donc je pense que c'est, en plus d'être un hold-up, c'est quand même un danger pour l'avenir. Donc même si ce n'était pas dangereux pour la santé, vous seriez contre? C'est cette souveraineté alimentaire que vous voulez défendre? Moi, j'ai toujours défendu ce principe de la souveraineté alimentaire comme le droit des peuples à se nourrir avec leur propre agriculture. La question environnementale est évidemment très liée, et là-dessus, les dégâts sont incontestables. Donc je dirais que ça suffit. Et on a une incertitude, effectivement, sur la santé. Mais je dirais même si cette incertitude était levée, ce que je ne sais pas encore aujourd'hui, ça ne changerait en rien ma position sur les OGM. C'est ça. Alors aujourd'hui aussi, l'exemple des OGM démontre aussi à nouveau un système européen législatif complètement absurde, on va dire, on peut le dire. Aujourd'hui, donc jusqu'à présent, 2 OGM ont été mis sur le marché et cultivés, donc le maïs Monsanto en 1998 et la pomme de terre Amflora en 2010, mais qui n'est plus cultivée depuis 2011. Et donc aujourd'hui, donc, la Commission européenne propose d'autoriser au niveau européen les OGM, mais à côté de cela, voilà, elle dit aux États, voilà, vous avez la liberté aussi d'interdire la culture des OGM si vous le souhaitez ou pas. Donc 6 pays ont donc un moratoire, donc on va dire une mesure d'urgence comme on l'appelle, donc on ne dit plus clause de sauvegarde mais mesure d'urgence, ça fait un petit peu peur. Donc 6 pays, la France, l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Grèce et la Hongrie. Donc là, bref, on ne s'en sort pas trop et on ne sait pas si vraiment les États membres sont pour, sont contre. C'est un espèce de grand foutoir. Mais déjà pour la décision pour autoriser ou pas ce nouvel OGM, l'EFSA avait donné un rapport en disant, écoutez, la compagnie pionnière n'a pas répondu à la quantité des informations qu'on a demandées. Et donc, nous, aujourd'hui, on vous demande d'apporter des nouvelles informations. Les choses traînent. Oui, l'homologation en 2001, ils ont fait la demande. Voilà, Pionnier attaque devant le tribunal européen et donne... Pionnier, c'est le dernier maïs tranché. Voilà, oui, c'est ça. la Cour européenne donne injonction à l'Europe de trancher. Elle ne donne pas à l'Europe l'obligation de dire oui. Elle dit prenez une décision. Le commissaire, aujourd'hui Borch, en charge de ce dossier, pouvait, au vu de ce qu'avait dit l'Agence européenne sanitaire des Aliments, dire il n'y aura pas d'autorisation pour cet OGM tant qu'on n'aura pas les informations claires et nécessaires. Point barre. On peut parler d'hypocrisie dans ce cas-là ou... Ah, c'est pas l'hypocrisie, il fait le jeu des OGM. Je dirais que ce commissaire est un commissaire pro-OGM dans l'attitude qu'il vient d'obtenir. Parce qu'il pouvait dire non. La Commission est pro-OGM. La Commission est clairement pro-OGM, à part quelques courageux commissaires qui ont demandé à ce qu'il y ait un vote Exactement. à l'intérieur mené par le commissaire Barnier qui a pris Monsieur une Barnier et position. Madame Reding ont demandé qu'il y ait un vote des commissaires. Ce qui était bien, ils l'ont rendu public et je trouvais ça important. C'est assez rarissime. C'est rarissime. Donc, une fois que le commissaire Borch prend cette décision, avec le soutien évidemment de M. Barroso, qui a toujours défendu les OGM, il renvoie ça devant le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres n'aura pas de majorité qualifiée pour autoriser les OGM parce que 9, 10, 12, peut-être plus de pays, même 15 certainement, j'imagine, vont dire on n'est pas pour cette nouvelle autorisation. Et donc, ça va repartir à la Commission européenne qui dira, puisque c'est ça, nous on autorise. Donc les ministres vont se frotter les mains en disant c'est pas nous.
Ponce Pilate, c'est la commission, vilaine commission, nous on était contre, mais eux ils ont été pour. C'est vrai qu'il y a une responsabilité commune. Ça veut dire que le mode de prise de décision est une mauvaise façon de prendre les décisions. Et pourquoi ils ont peur des grosses entreprises agroalimentaires? C'est ça la pression de... Mais très clairement, il y a une pression depuis le début au niveau européen des grandes firmes. Alors on va parler de Monsanto, on parle de Pionnier, on va citer ceux-là puisqu'elles sont là. Ce sont les 2 maïs aujourd'hui autorisés, mais il y en a un certain nombre d'autres. Et puis ils ont des bons cabinets d'avocats. Il y a des bons cabinets d'avocats et il y a surtout les négociations aujourd'hui transatlantiques qui ont été ouvertes avec les États-Unis et qui vont poser un vrai problème. Et c'est pour moi le vrai souci qu'on va avoir dans les années à venir. Si par malheur cet accord était passé, ce que je n'espère pas, je pense qu'on va arriver à le bloquer. Mais si cet accord passe tel qu'il est prévu, ça veut dire que les entreprises, dans le cadre de cet accord, pourraient attaquer les pays ou la législation européenne qui serait contraire aux intérêts de leurs investisseurs. Ce qui veut dire très concrètement... On a déjà vu le cas avec le Canada. On a déjà vu ça entre les États-Unis et le Canada, exact, dans le cadre de l'ALENA. Donc on pourrait avoir ce problème-là. Notamment sur les cigarettes. Ils sont fait attaquer par sur les cigarettes, sur le pétrole, sur le gaz de schiste, etc. On pourrait avoir ça là aussi sur le gaz de schiste, mais on pourrait l'avoir sur les OGM, sur le bœuf aux hormones. Donc on est effectivement aujourd'hui, il faudrait qu'on ait une commission et un exécutif européen beaucoup plus courageux pour défendre ces standards. On l'a fait sur le bœuf aux hormones. Ce qui est quand même insupportable aujourd'hui, c'est qu'un espace comme l'Union européenne avec 500 millions d'habitants ne puisse pas dire zut à des entreprises privées qui veulent leur imposer un mode alimentaire. Donc l'Europe suit les mêmes objectifs que les États-Unis? Je ne sais pas si elle suit les mêmes objectifs. En tout cas, elle se couche devant les entreprises privées multinationales qui de plus en plus ont un pouvoir pour décider ce qui est bon ou mauvais. Et ça, c'est quand même inacceptable. C'est quand même aux citoyens et à leurs élus de le faire. On revient sur les OGM. Vous y êtes depuis toujours. Vous êtes opposé aux cultures d'OGM. Moi, je me suis fait un petit pensum là, sur vos différentes condamnations, parce qu'en général, ça se solde par une condamnation. Je suis désolé d'en parler. Non, mais c'est très bien. En 1998, vous avez 8 mois avec sursis pour la destruction de stocks de semences transgéniques. En 2000, 3 mois ferme. Ça, c'était pour le célèbre démontage du McDonald's à Millau. Ça a été l'affaire la plus célèbre. En 2001, 6 mois ferme pour la destruction de plants de riz transgéniques. Ensuite, en 2002 et 2003, c'est le temps de payer. Là, vous êtes allé en prison pour quelques mois. Vous avez bénéficié d'une grâce présidentielle, donc tant mieux pour vous. Mais ça ne vous a pas découragé, parce que vous avez continué. Après, en 2004, destruction de maïs transgénique. 2006, défrichement de maïs transgénique. 2007, arrachage de maïs transgénique. Monsieur Bouvet, est-ce que vous n'en avez pas assez finalement? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Est-ce que vous n'aspirez pas à une vie un petit peu plus calme ou à des méthodes qui entraînent moins de conséquences fâcheuses pour vous? Parce que vous êtes encore... la justice s'intéresse encore à vous. Ah non, la justice ne s'intéresse plus à moi. Non, ça y est, je suis blanchi. Tous les procès se sont déroulés, toutes les condamnations ont été exécutées. Le fait que vous soyez multirécidiviste... Je suis multirécidiviste, c'est vrai. Est-ce que vous n'en avez pas assez? Est-ce que vous voulez pas, finalement, la grande chance, devenir plus calme, plus sage? C'est pas une question d'être plus calme, c'est une question de mener un combat. On a gagné ce combat. En France, il n'y a pas 1 hectare de maïs transgénique. On ne peut plus cultiver d'OGM sur le territoire français. Et c'était ça l'objectif. On a fauché des essais et des cultures d'OGM pour dénoncer l'imposition. Or, la loi a changé. En France, le gouvernement français a mis en place un moratoire et l'interdiction a été décrétée par la précédente majorité sous M. Nicolas Sarkozy et évidemment réaffirmée sous... Donc mission accomplie finalement. Donc je dirais, on n'a plus besoin aujourd'hui de désobéir à la loi. C'est des coups d'éclat, des coups de pub, vous n'avez plus besoin d'arracher des... On n'a plus besoin aujourd'hui d'arracher puisqu'il n'y a... Et donc tant mieux. Mais c'était justement ça, la désobéissance civile, c'est qu'on agit quand la loi est mauvaise et on assume en même temps les conséquences de ces actes. C'est pour ça que j'ai toujours assumé d'aller devant les tribunaux, y compris d'aller en prison, même si c'est quand même pas quelque chose qu'on a envie de faire. Ça c'est important pour vous, inspiré par l'américain Taureau. Voilà, c'est ça, mais je crois que c'est une façon d'agir, c'est-à-dire que j'ai assumé moi mes actes. Et d'ailleurs, les tribunaux ne s'y sont pas trouvés, même si j'étais condamné lourdement, je n'ai jamais été privé de mes droits civiques, parce qu'ils ont bien compris que c'était ni un intérêt personnel, en 1976, quand vous êtes allé sur le camp du Larzac, là, je crois là, on a été à l'époque privé de nos droits civiques, voilà, mais je n'étais pas tout seul. C'était un autre combat. Voilà, et c'est François Mitterrand qui nous les a redonnés en 1981. Okay. Alors, on va revenir un petit mot sur l'Europe après 2014, puisque vous êtes sur la liste des candidats verts européens au poste de la présidence, pour la Commission européenne. Et vous êtes le seul homme
et 3 femmes, on va pas dire concurrents, mais 3 concurrentes, puisque 3 autres femmes sont là, donc Rebecca Harms, Monica Frassoni et Ska Keller. Alors, un homme, 3 femmes, votre réaction, ravie ou... Bah écoutez, c'est jamais désagréable. De toute façon, en fait, on est co-listier, c'est-à-dire qu'on fait partie du même groupe politique. Donc voilà, après les citoyens vont choisir. Ce qui est original, c'est qu'on a mis en place une primaire. Chaque citoyen européen âgé de plus de 16 ans peut sur Internet cliquer pour choisir son ou sa candidate. Jusqu'au 28 janvier. Voilà, ça, en fait, c'est 2 candidats puisqu'on peut choisir 2 noms. Puisqu'un peu toujours l'originalité des Verts, c'est de nommer un tandem qui mènera ensuite cette campagne et dont un des 2 pourrait éventuellement être le candidat à la présidence de la Commission européenne, puisque c'est ça bien l'objectif. Donc voilà. Alors la deuxième originalité des écologistes, c'est qu'on a toujours été évidemment en première ligne pour la parité. Donc la parité, c'est au minimum un homme, une femme. Vous avez toujours une coprésidence avec un homme et une femme. Mais chez les Verts, ça peut aller plus loin, puisque la parité, ça va jusqu'à 2 femmes. Donc, n'oubliez pas de voter pour un homme. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis le seul homme que je suis garanti d'être dans le duo final à la fin. Donc c'est pour ça qu'on a une compétition malgré tout jusqu'au 28 janvier. Voilà, donc on a lancé ça à Bruxelles il y a 15 jours. Voilà, on a déjà plusieurs milliers, à peu près 10 000 personnes, je crois, qui ont déjà voté. Donc voilà, c'est une expérience originale. C'est-à-dire qu'on demande aux citoyens de participer à la désignation des candidats pour la présidence de la Commission. Parce que ça aussi, ça a été quelque chose d'important qu'on n'a pas assez soulevé, qui n'est pas encore sorti assez dans la presse. C'est que pour la première fois, quand on va voter pour élire son député, chaque groupe politique européen va désigner son ou sa candidate à la tête de la Commission européenne pour repolitiser le débat. Les États membres acceptent ça. Alors les États membres... Il y a de grands États membres qui avancent à reculons sur ce dossier, mais on aura sans doute le temps de... Voilà, mais c'est très intéressant. Et ce qui fait que je ne suis pas sûr que toutes les formations politiques européennes, je pense à une notamment le PPE, par exemple, la droite, aient envie de désigner son ou sa candidate. Ils prennent du temps. Et donc, voilà, tout ça va être un enjeu intéressant. On aura l'occasion au moins, on renvoie enfin à un débat politique au niveau européen, et ça, c'est bien. Merci. Exactement. On va conclure ici. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et aussi à vous de nous avoir suivis sur Euranet Plus. À la semaine prochaine à Bruxelles.